Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. C'est l'heure de Parlement Hebdo. On va refaire l'actualité politique et parlementaire. 45 minutes avec à mes côtés, Katia Guilder. Bonjour. Bonjour Mickaël. À la une, cette semaine, à l'UMP, la nouvelle équipe se met en place autour de Nicolas Sarkozy. Question, quels seront les rapports de force entre les différentes sensibilités du mouvement? Quant aux primaires, elles ne seraient plus un débat. Selon le nouveau président de l'UMP, les candidats ont tous défilé au siège du parti cette semaine. Et on parlera aussi de la colère des patrons qui sont descendus dans la rue pour protester contre les mesures économiques les concernant. Ils dénoncent notamment trop de charges, trop de taxes, un compte pénibilité inapplicable. Le bras de fer est engagé avec le gouvernement. À l'Assemblée nationale a donné son feu vert à la reconnaissance de l'État palestinien. La résolution socialiste a été votée à une très large majorité, mais sans unanimité. Une majorité de députés de droite s'est opposée à ce texte. Pour commenter cette semaine, Jérôme Chartier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député UMP du Val d'Oise, proche de François Fillon. L'UMP, son présent, son avenir, il en sera largement question tout à l'heure. Mais d'abord, c'est la tradition. Que pensez-vous de Jérôme Chartier? C'est ce qu'on a demandé à certains de vos collègues à l'Assemblée. Écoutez. Ce que je n'aime pas en politique, c'est le sectarisme. Jérôme Chartier n'est pas quelqu'un de sectaire, quelqu'un qui aime les idées, qui aime le débat d'idées, qui a une réflexion. Et donc voilà, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. On n'a pas choisi nécessairement les mêmes chevaux, mais c'est quelqu'un qui fait un boulot remarquable. J'apprécie aussi les entretiens de Royaumont qu'il met sur pied depuis plusieurs années, qui démontrent qu'on peut être un politique bien attaché à son présent, mais aussi qui fait de la prospective, qui réunit à la fois des intellectuels, des hommes d'opinion, des femmes d'opinion. Et donc oui, j'ai de l'amitié et du respect pour Jérôme Chartier. Et donc je lui souhaite une bonne émission avec vous. Un homme engagé aura toujours ma préférence et mon admiration. Et Jérôme est un homme engagé avec ses convictions. Je peux être d'accord ou pas d'accord avec lui sur certains points, mais il a de l'allant, du sérieux et il ne se prend pas au sérieux. Pas sectaire, engagé, filloniste aussi. Est-ce que vous arrivez à vous détacher de cette image de filloniste très proche de François Fillon? J'assume mon amitié avec François et puis mon engagement, bien sûr. C'est les deux. C'est à la fois une amitié, je le redis, mais aussi une conviction. La conviction que François est l'homme de la situation, l'homme pour l'avenir de la France. C'est la raison pour laquelle je me sens très bien dans ma peau, comme on dit. Oui. Ouais, tant de compliments, ça fait peut-être un petit peu rougir, non? Oui, mais je rougis de l'intérieur. Donc ça ne se voit pas. Mais c'est vrai, je suis très sensible. Je suis très sensible, surtout que j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se sont exprimées là, qu'elles soient de droite ou de gauche. Dites-vous que vous n'êtes pas sectaire. Non, je déteste le sectarisme. C'est le pire de la République, le sectarisme. C'est la honte de la République. La République, ça ne peut pas être sectaire. C'est vraiment une conviction que l'on partage tous, une façon de vivre ensemble, une façon de partager, de faire grandir un ensemble, une nation. Et c'est forcément hors de toute forme de sectarisme. Aussi. Alors le parti, c'est une chose, si vous voulez, c'est la façon d'exprimer ses convictions, bien sûr. Mais au-delà du parti, il y a toute la République. Et c'est la capacité de dialogue avec la République, que ce soit avec d'autres formations partisanes, que ce soit avec n'importe quel individu, qui, à mon avis, fonde le principe même de nation. On a entendu un député tout à l'heure qui parlait des entretiens de Royaumont. On va expliquer ce que c'est un petit peu plus tard à la fin de cette émission. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très très important pour vous, c'est-à-dire de rassembler politique et société civile pour qu'il y ait un mix de tout ça et finalement que la parole soit libre. Oui, je me suis très engagé pour lancer ces entretiens il y a plus de 10 ans maintenant. Et d'ailleurs, je me suis mis un peu en retrait cette année, c'est-à-dire que je ne préside plus les entretiens chaque année, je leur dirai tout à l'heure, pour une raison très simple, c'est que justement, je veux favoriser le dialogue interpartisan, interculturel, intersocial, et chaque année, il y a une personnalité qui est le président de la session annuelle des entretiens et qui est le garant de cette facilité de dialogue entre les uns et les autres. Promis, on en parlera à la fin de cette émission. Lundi, les patrons sont dans la rue. C'est tout de même assez rare pour être souligné. Les patrons étaient dans la rue. Ils étaient plusieurs milliers à manifester. Leur colère, la pression fiscale et plus généralement, bien sûr, la politique économique du gouvernement. Écoutez quelques-unes de leurs revendications. On se rend compte que ce ras-le-bol général fait que tôt ou tard, il faut qu'il y ait une prise de conscience, quoi. On est entrepreneur, on prend des risques, il faut nous laisser faire.
Après, il y a suffisamment d'instances pour contrôler derrière, mais laissez-nous entreprendre, laissez-nous développer des entreprises. On a une vocation naturelle à créer de l'emploi, sauf qu'il nous faut de la visibilité. On n'arrête pas d'avoir des contraintes supplémentaires, des contraintes administratives, sociales, fiscales. On a des marges qui continuent de baisser. On a un carnet de commandes qui n'arrête pas de baisser malheureusement. Et malgré ça, on n'arrête pas de nous contraindre. Là, on va mettre encore la pénibilité. Je fais pas ça tous les jours, hein. C'est la première fois que je fais ça. Bon, je pense que je vous l'ai dit, c'est par solidarité pour qu'on essaie de nous comprendre davantage et de comprendre surtout que c'est très important, que les petites et moyennes entreprises sont très importantes dans la vie économique du pays. Ça répondait à une semaine d'initiative. Ils n'en font pas trop, les patrons? Non, pas du tout, au contraire. Je trouve que c'est bien. Dans leur action dans la rue. Je les soutiens totalement, je trouve ça très grave. Lorsqu'on pense que les entrepreneurs sont obligés de descendre dans la rue pour se faire entendre, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème dans cette société française. Les entrepreneurs, c'est le cœur de la formation de ce que l'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesse en France. Ce sont les entrepreneurs qui la créent avec tous les salariés qui participent au développement des projets d'entreprise. Se dire que les entrepreneurs sont obligés de descendre dans la rue pour se faire entendre aujourd'hui, c'est que vraiment quelque chose tourne mal en France. Entre les patrons et le gouvernement, est-ce que vous avez l'impression que justement le gouvernement souffle le chaud et le froid? Je trouve surtout que le gouvernement avait la capacité d'engager un dialogue avec les entrepreneurs qui étaient prêts à le faire il y a quelques mois de cela. Et qu'il a raté le coche. Il a raté le coche. Et surtout, à force de mentir aux patrons, comme le gouvernement ment à la nation, aujourd'hui, on se retrouve devant une situation qui est inextricable, qui fait que les patrons sont obligés de manifester. Enfin, on n'a jamais vu ça. Ça veut bien dire qu'on est arrivé au bout du bout, et que le gouvernement doit trouver les conditions pour reprendre le dialogue, mais surtout doit arrêter de caricaturer et de stigmatiser. J'ai entendu Michel Sapin, il y a quelques jours, parler de Pierre Gattaz dans des termes qui sont lamentables. Comment est-ce qu'on peut fustiger quelqu'un qui est fils d'entrepreneur, entrepreneur lui-même, qui est une entreprise française à la tête d'une entreprise française qui produit en France? Comment peut-on arriver à critiquer de la sorte, à stigmatiser de la sorte quelqu'un qui produit de la valeur en France? Et c'est vrai, et c'est mardi, le gouvernement et entre la relation entre Pierre Gattaz et le gouvernement, c'est un petit peu tendu. Après Emmanuel Macron, c'est le Premier ministre Manuel Valls qui s'en prend au MEDEF. Les déclarations sont de plus en plus dures contre dénoncer les provocations des dirigeants du patronat. C'est Mounir Soussi qui nous explique cela. Et évidemment, on revient avec vous pour en discuter. Le gouvernement commence à perdre patience face au MEDEF. Après avoir consenti 40 milliards d'euros en allègement de charges et subventions aux entreprises pour stimuler les embauches, l'exécutif estime que le compte n'y est pas. Pourtant, Pierre Gattaz s'est engagé à favoriser la création d'1 million d'emplois. Je n'ai pas à qualifier l'attitude de Pierre Gattaz, j'ai simplement à dire que dans Pacte de responsabilité, il y a le mot responsabilité. Aujourd'hui, il y a très peu d'accords de branche qui sont signés. C'est un échec et aujourd'hui, c'est aussi le sien. La lune de miel entre le patronat et le gouvernement semble terminée. Ovationné lors de la dernière université d'été du MEDEF, Manuel Valls s'est montré particulièrement sévère à l'encontre du patronat cet après-midi à l'Assemblée nationale. Chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Et je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos, aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Pris en étau, les représentants des entreprises demandent du temps pour mettre en application les différents aspects du pacte voté en juillet, tout en critiquant les difficultés de certaines mesures comme le compte pénibilité. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce pacte de responsabilité. Nous l'avons même dit au moment où ça a été mis en place. Cette formulation de dire que c'est un échec, c'est totalement irresponsable. Irresponsable pour les entreprises qui ont besoin de confiance, irresponsable pour le pays qui a besoin de ce pacte. Un an après le lancement en grande pompe par François Hollande, le pacte de responsabilité peine à s'installer. Des accords ont été signés dans seulement 2 branches professionnelles sur la 50aine que compte le pays. Bon alors c'est terminé, j'aime les entreprises, j'aime les entrepreneurs, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'était il n'y a pas longtemps. Donc en 3 mois, c'est fini, on change tout. On change de Kazakh, on tourne Kazakh. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, je regarde cette semaine, M. Valls est en train de revenir vers la gauche de la gauche. C'est un retour aux sources. On revient vers le Parti socialiste classique, traditionnel. Bref, on défait tout ce que l'on a fait hier. Il y avait un sentiment, une envie. Moi, je me suis abstenu sur le pacte de responsabilité parce que je pensais que c'était un grand rendez-vous de la France. Encore un rendez-vous manqué.
Le gouvernement a encore raté le coche. Et pourquoi la droite ne l'a pas fait? Il y a quand même de l'argent qui est mis sur la table, ce n'est pas rien. Hein, mais madame, je me suis abstenu. Ça signifie qu'il y avait des choses qui me gênaient. Pourquoi? Parce que les perspectives économiques à moyen terme étaient irréalistes. Moi, je ne peux pas voter pour un projet de loi qui s'appuie sur des perspectives économiques irréalistes. En revanche, il y avait une vraie volonté, je le redis, il y avait de l'argent qui était mis sur la table et c'est la raison pour laquelle je me suis abstenu. Quel est le bilan 6 mois après? C'est cataclysmique. Le gouvernement a raté le coche. Comment vous l'expliquez si vous devez citer une raison? Parce que le gouvernement est écartelé entre sa droite et sa gauche. Entre la droite de la gauche qui aujourd'hui veut conduire une politique social-démocrate et la gauche de la gauche qui n'en veut pas, qui veut rester sur les vieilles anciennes socialistes. Et c'est la raison pour laquelle, sans majorité, ce gouvernement ne peut pas faire progresser le pays. François Hollande. Non, c'est le gouvernement, mais c'est François Hollande lui-même, bien évidemment. On a l'impression que Manuel Valls, il a envie d'avancer, il a envie de réformer le pays. Mais tant qu'il n'y aura pas de majorité cohérente, de toute façon, le gouvernement ne pourra pas avancer, Manuel Valls ne pourra pas travailler, et François Hollande ne pourra pas avoir un cap politique. Donc, que le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui de mettre en place sa politique. Le gouvernement, ni François Hollande, ont les moyens, ils n'ont plus de majorité. Mais s'ils n'ont plus de majorité, c'est leur faute. Pourquoi c'est leur faute? Parce que est-ce qu'ils ont été clairs lors de 2012 du projet présidentiel du Parti socialiste? Non, ils n'ont pas été clairs. C'était un projet qui était fondé sur la finance est mon ennemi. Or aujourd'hui, qui est le ministre de l'économie et des Finances? C'est un ancien de la finance qui était l'ennemi d'hier. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la fois dans le gouvernement, on veut changer la façon de faire, mais en même temps, on a fait élire une majorité sur un programme qui n'a rien à voir avec la volonté d'aujourd'hui. Cet écartèlement fait qu'il n'y a plus de majorité pour soutenir ni le gouvernement ni le président de la République. En parlant d'Emmanuel Macron, puisque vous faites référence à lui, il a lui-même reconnu que ce pacte de responsabilité, c'était un échec. Est-ce que là, il fait une erreur politique en disant ça? Non, au moins, il dit la vérité. C'est déjà bien. La seule chose, c'est que j'aurais préféré qu'il reconnaisse sa propre responsabilité, celle de son gouvernement, plutôt que de fustiger les patrons sur le thème de « c'est leur faute ». Le pacte ne marche pas parce que c'est leur faute. Non, moi je ne l'accepte pas. Lorsque quelque chose ne marche pas, il faut aussi prendre sa part de responsabilité. La loi d'Emmanuel Macron sur la croissance arrive la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous ferez? Je vais d'abord regarder le contenu et puis je vais voir comment est-ce que le ministre... Il y a peut-être des choses que vous pourriez récupérer, reprendre. Travail le dimanche, profession réglementée, ça, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses. Nous allons regarder chacune des mesures, nous allons les discuter. Mais lorsque j'observe sur la loi de finances, comment est-ce que le gouvernement était en retrait de toutes les avancées qui ont été proposées par l'opposition, lorsque j'observe que sur cette proposition de résolution totalement politicienne sur la Palestine, le gouvernement et la majorité n'a jamais été capable de faire une avancée vers l'opposition. J'observe aujourd'hui que cette majorité est totalement partie dans le sectarisme. C'est ce qui me fait peur, c'est ce qui m'inquiète, c'est la raison pour laquelle moi je les appelle pour davantage d'ouverture et davantage de discussion. Alors revenons, Jérôme Chartier, sur les députés qui ont donc donné leur feu vert à la reconnaissance d'un État palestinien. C'était mardi. La résolution socialiste a été adoptée avec 339 voix pour, 151 contre. Une majorité de députés UMP et UDI s'est opposée au texte. Retour en séance avec Jean-Baptiste Daoulas. Pour 339, contre 151. Une résolution votée largement sous le regard de journalistes venus du monde entier. C'est donc officiel, l'Assemblée nationale invite le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. Le gouvernement français peut reconnaître bilatéralement l'État de Palestine et d'ailleurs ensuite seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peut reconnaître l'État palestinien. Donc il suffit certainement pas d'une résolution du Parlement, il suffit même pas d'une reconnaissance bilatérale du gouvernement français, il faut un vote du Conseil de sécurité des Nations Unies. La résolution votée par les députés n'est pas contraignante, elle n'oblige en rien le gouvernement à reconnaître l'État palestinien. D'ailleurs, il n'y avait qu'un secrétaire d'État, Harlem Désir, dans l'hémicycle au moment du vote. Cette résolution n'engage pas le gouvernement, mais je crois qu'il faut l'entendre comme un appel au retour à la table des négociations qui est adressé à l'ensemble des belligérants et à la communauté internationale. Comme cela a été le cas d'ailleurs dans d'autres parlements de pays de l'Union européenne. Massivement, l'opposition a voté contre la résolution, dénonçant une opération de communication des socialistes. Votre résolution, et vous le savez, elle est juridiquement nulle. Elle va mettre de l'huile sur le feu dans une région du monde qui n'en a pas besoin. Elle ne résoudra rien du tout.
Et elle risque au contraire d'opposer ici en France des Français entre eux. Un autre vote très symbolique est prévu en décembre. Le Parlement européen doit, lui aussi, se prononcer sur la reconnaissance de la Palestine. Jérôme Chartier, est-ce que pour vous, c'était le bon moment pour voter cette résolution au Parlement? C'était ni le bon moment, ni la bonne façon de le faire. J'ajoute que s'il y a un certain nombre de députés, vous l'avez dit, qui ont voté contre, il y a aussi des députés qui ont refusé de participer au vote. Ils sont 71, j'en fais partie, François Fillon, Valérie Pécresse, d'autres. Pourquoi? Parce que nous ne voulions pas voter contre le principe de reconnaissance de la Palestine. En revanche, si on décide de reconnaître la Palestine comme nous le souhaitons, il faut que le Hamas accepte de reconnaître aussi l'État d'Israël. Donc là, vous décidez un vote politique, un vote politique. Là, c'est un vote pour protéger l'avenir de la résolution du conflit israélo-palestinien. Voilà la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas participer au vote. C'était une non-participation politique engagée pour faire en sorte que l'initiative puisse demeurer. L'initiative, c'est celle de l'exécutif. C'est pas seulement l'exécutif français, c'est l'exécutif des principales nations du monde qui doivent s'engager fortement pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le débat a été plutôt calme dans d'autres pays européens. Je pense à l'Angleterre ou bientôt la Belgique également, où ça a l'air d'être assez simple à régler comme situation. Il n'y a qu'en France, où à l'Assemblée comme au Sénat, on le voit, il y a autant de débats sur cette question. Pourquoi? Parce que le régime politique est différent. C'est-à-dire, le Premier ministre en Grande-Bretagne dépend de sa majorité parlementaire. En l'occurrence, en France, le Premier ministre est nommé par le président de la République. On n'est pas exactement dans le même régime. Ça veut dire que... Mais non, c'est l'initiative politique appartient à l'exécutif, appartient au président de la République et au Premier ministre. Et ce n'est pas la responsabilité du Parlement que de s'engager dans l'initiative diplomatique. C'est la raison pour laquelle cette proposition de résolution n'avait pas lieu d'être. En l'occurrence, c'est une erreur. C'est une erreur non seulement pour la résolution de ce conflit israélo-palestinien sur le plan diplomatique, mais également c'est une erreur par rapport aux tensions que l'on observe depuis quelques mois en France. Moi, je suis député de Sarcelles. Je suis donc le député qui a été témoin des événements à Sarcelles à la fin du mois de juillet dernier. Donc ça peut attiser les tensions. Ce que j'ai vu, je ne l'avais jamais vu en 15 ans de responsabilité de député de Sarcelles à Sarcelles. Ça signifie qu'aujourd'hui, la tension entre les communautés est réelle, elle est très forte. Faire un vote comme ça, c'est simplement remettre de l'huile sur le feu. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas participé au vote aussi, et c'est la raison pour laquelle je dénonce cette initiative en parlant d'initiative politicienne. On a compris votre position, on avance. Mercredi, l'actualité est très politique, on ouvre la page UMP. C'était donc l'événement politique de la semaine, l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Les choses n'ont pas traîné, à peine élu, déjà en consultation tous azimuts. Premier reçu, Bruno Le Maire, l'homme qui a fait 29%. Objectif, former une nouvelle équipe et rassembler la famille politique UMP. Et le nouveau président de l'UMP qui, dès le lendemain, est allé devant le groupe à l'Assemblée nationale. Ça nous est raconté par Germain Andrieux et Elisa Bertolomé. C'est une opération séduction sous haute surveillance médiatique. Nicolas Sarkozy, invité spécial à la réunion de groupe des députés UMP, avec un seul objectif, le rassemblement. Une première poignée de main pour Bruno Le Maire, sans oublier les fillonistes ou encore Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy justifie son retour par la gravité de la situation et, selon ses propres mots, demande que l'abcès soit crevé pour mettre un terme à la haine au sein du parti. À la sortie, un seul mot d'ordre officiellement, l'unité. Autorité, rassemblement, unité sont les trois mots qui me paraissent le mieux résumer cette rencontre. Et puis cette rencontre, elle nous a fait du bien. Un petit débat question-réponse avec les parlementaires, applaudi à plusieurs reprises. Je crois que tout le monde était heureux d'avoir la famille rassemblée, unie. Nous sommes tous derrière ce président et il faut abandonner les chapelles, les clans et les étiquettes. Mais la partie reste difficile. Les soutiens sont partagés entre François Fillon, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy ou encore Alain Juppé. Pour le moment, aucun organigramme définitif, mais quelques postes clés. Frédéric Pechnard pour la direction générale de l'UMP, Daniel Fasquelle pour être trésorier et signe concret d'ouverture, Thierry Solère sera chargé d'organiser les primaires
en 2016. Moi, j'ai été chargé, sur proposition de Bruno Le Maire, par Nicolas Sarkozy, l'organisation de ce comité de primaire, avec l'ensemble des représentants des différents candidats déjà déclarés, qui seront bien sûr associés pleinement à son organisation. C'est un exercice très nouveau pour la droite française que de faire cela. Et voilà, moi, je vais me mettre au travail avec rigueur et transparence pour que ça se passe vraiment bien le moment venu. En attendant, les consultations se poursuivent. Après François Fillon, ce sera au tour d'Alain Juppé de rencontrer Nicolas Sarkozy avant la tenue d'un bureau politique au siège du parti et l'occasion de compléter la future organisation de l'UMP. Alors une tape dans le dos, un mot gentil pour tout le monde, bah, finalement c'est lui le rassembleur. C'est lui le président, il a été élu, c'est une élection qui est démocratique, et en l'occurrence, s'il y a une élection démocratique, c'est parce que François Fillon a tout fait pour que cette élection ait lieu, avec le triumvirat, avec Jean-Pierre Raffarin et avec Alain Juppé. Donc aujourd'hui, on a un président démocratiquement élu, ce qui permet de relancer l'UMP, qui était, c'est vrai, encalminé depuis 2 ans. Un mot depuis aussi, 2 ans, ça ne fonctionnait pas. Vous étiez dans la salle, vous avez entendu certainement cette phrase, « Stop aux haines qui divisent notre camp ». C'était adressé à qui, ça? Alors, il se trouve que je n'étais pas arrivé au moment où il a prononcé cette phrase, c'est comme ça. Vous avez certainement entendu parler de cette phrase. Et je suis arrivé juste après. Donc, à qui ça t'est adressé? Je pense que ça s'adressait à tout le monde, aux amis de Nicolas Sarkozy, à ceux qui se sont opposés à ses amis, bref, à tout le monde. Je pense qu'il a raison, il faut mettre fin aux haines d'hier, il faut dépasser ces tensions, il faut se dire qu'aujourd'hui, la campagne est terminée, la campagne pour la présidence de l'UMP, en l'occurrence. Et ce qu'il faut, c'est œuvrer dans une vision de rassemblement et dans une démarche de rassemblement. On est tous d'accord. Et qu'en pensent les militants, les sympathisants, l'opinion? C'est la question qu'on pose maintenant, c'est notre Zoom de la semaine. Yves Maricane nous a rejoint sur le plateau de Parlement Hebdo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué en charge de l'opinion au CSA. Alors je vois que vous avez beaucoup de petits graphiques qui sont intéressants. Donc que disent ces graphiques? Est-ce que Nicolas Sarkozy, sans renforcer de sa nouvelle stature de chef de l'UMP, où en est son image? Écoutez, en tout cas, la victoire de Nicolas Sarkozy est pour le moins incontestée, ce qui déjà change beaucoup de ce qui s'est passé il y a 2 ans à l'UMP. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde les dynamiques du côté de l'opinion publique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas finalement de dynamique positive qui s'est enclenchée pour Nicolas Sarkozy. Par rapport à d'autres personnalités, notamment Marine Le Pen. Effectivement, par rapport à ce qu'on peut voir pour d'autres personnalités. 2 chiffres. En septembre, avant sa déclaration de candidature à la présidence de l'UMP, 39% des Français déclaraient avoir une image positive de Nicolas Sarkozy. Dans l'enquête que nous avons réalisée en tout début de semaine après son élection à la présidence de l'UMP, il est à 32%. Donc Nicolas Sarkozy, en 3 mois, a perdu 7 points de bonnes opinions auprès de la population française. On voit bien combien, finalement, le retour sur le devant de la scène politique et le retour par la case UMP pour un ancien chef de l'État est particulièrement délicat. Un petit mot sur ce chiffre, quand même. Ça vous surprend, vous, proche de François Fillon? Vous êtes surpris par cette baisse de popularité de Nicolas Sarkozy, en tout cas de l'image? Non, mais j'ai observé cette baisse depuis plusieurs mois pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on s'engage à nouveau dans la vie politique active, on passe à la moulinette des sondages. Donc c'est quelque chose qui est assez classique. On a pu observer pour l'ensemble des responsables politiques. Et puis après, il y a des tensions. Les Français de droite n'aiment pas les tensions, c'est vrai, mais ça frappe tout le monde. Je vais être très honnête. François Fillon, notamment. Ça frappe François Fillon aussi. Ça frappera Alain Juppé le moment venu. Mais ce qui est normal, une fois que l'on s'engage dans la vie réelle, c'est-à-dire en l'occurrence que l'on commence à prendre des positions extrêmement fortes, que l'on s'engage dans une démarche comme celle du chemin qui conduit aux primaires pour la présidentielle, eh bien on passe à la moulinette des sondages et ça arrivera pourtant, dans les à sondages, chacun. Alain Juppé, il est très haut en ce moment, c'est même numéro 1. Oui, effectivement, enfin, Alain Juppé est très haut depuis de nombreux mois, mais c'est vrai qu'il continue à progresser dans les enquêtes d'opinion. Sur le mois de décembre, il est à 56% d'opinion positive dans notre baromètre CSA avec les Échos. Déjà, c'est la seule personnalité parmi la vingtaine que l'on teste qui est au-dessus de la barre des 50%. Et Alain Juppé, en l'espace de 2-3 mois, a quand même gagné 5% de bonnes opinions. Et François Fillon, François Fillon, c'est assez cyclique en fait pour François Fillon, qui est avec Nicolas Sarkozy. Il y a 2 personnalités politiques qui baissent ce mois-ci dans notre baromètre, c'est Nicolas Sarkozy et François Fillon. Je pense que François Fillon paye beaucoup la polémique qu'il a concernée il y a quelques semaines autour du fameux déjeuner de juillet, puisqu'on voit que s'il perd 4 points auprès de l'ensemble des Français, François Fillon perd surtout 11 points auprès des sympathisants de droite. Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est installé, en tout cas un petit doute qui s'est installé dans l'esprit des sympathisants de droite. Et vous aussi, vous avez le doute?
concernant François Fillon? Moi, je n'ai aucun doute, mais c'est... Mais quand on voit ces chiffres, sincèrement, pour être honnête... Oui, mais je comprends ces chiffres, puisque je me mets à la place des Français qui n'ont pas l'information que j'ai, là, qui ne regardent pas cette affaire avec toute la finesse avec laquelle je la regarde pour des questions de temps, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle je demande et j'espère que le procès aura lieu le plus rapidement possible, de telle sorte que François Fillon soit lavé de tout doute, qu'il retrouve auprès de tous les Français l'honnêteté qui le caractérise. En parlant des fillonistes au sein d'une nouvelle organigramme UMP qui est en train de se mettre en place, est-ce que vous avez obtenu, vous, des garanties que vous serez bien représentés, notamment dans les instances exécutives, si je puis dire? Bon, j'ai le sentiment que Nicolas Sarkozy a voulu marquer cette image de rassemblement de l'UMP. En l'occurrence, je sais que Isabelle Le Callennec, qui est une députée très engagée auprès de François Fillon, va être la nouvelle porte-parole de la formation politique. Je m'en réjouis personnellement et je pense que c'est un bon choix. En l'occurrence, Isabelle est une fille de très grande qualité. En l'occurrence, c'est quelqu'un qui est très proche de nous. Moi, je voudrais revener un petit peu sur ce déjeuner qu'il y a eu entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. C'était mardi, ils se sont à nouveau rencontrés. On l'a vu, cette image notamment... C'était pas un déjeuner, c'était une rencontre. Une rencontre. Et un déjeuner viendra. C'est une information que vous nous donnez. Et dans l'après-midi, on a appris que Nicolas Sarkozy avait fait un chèque finalement de 360 615 €, une somme notamment que le parti avait déboursé à l'époque pour la campagne de 2012, pour les rejets des comptes de campagne. C'est ce que vous souhaitiez? C'est bien qu'il ait fait ça. En fait, finalement, vous n'avez plus rien à dire à Nicolas Sarkozy de mal. D'abord, je n'ai rien à dire de mal contre Nicolas Sarkozy. Je suis moi-même engagé dans une démarche de rassemblement. Chacun aujourd'hui souhaite cette démarche. Tous les militants, les adhérents de l'UMP souhaitent cette démarche. On le souhaite tous. On a besoin aujourd'hui d'une formation politique rassemblée. Ça ne veut pas dire que l'on ne se prépare pas chacun pour la primaire, pour la présidentielle, mais je le dis, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il y a des enjeux face à nous. Il y a aussi le fait de porter, le faire contre la majorité. C'est très important dans la mesure où les Français attendent cela. Les Français sont de plus en plus nombreux à rejeter cette majorité. Les Français souhaitent que l'opposition soit mobilisée, soit forte. Et en l'occurrence, moi j'ai envie d'être l'un des acteurs de cette mobilisation de l'opposition très forte contre le gouvernement. Yves Marican, est-ce que vous pensez que les Français, et notamment les sympathisants UMP, ont encore la culture du chef ? Oui, bien sûr. On voit bien d'ailleurs que les sympathisants UMP restent très nostalgiques à l'égard de Nicolas Sarkozy. Si Nicolas Sarkozy est plutôt en baisse au sein de l'opinion publique, il a conservé et a toujours aujourd'hui un capital de sympathie extrêmement fort, voire même qui relève de la nostalgie effectivement extrêmement forte par rapport à sa présidence. Et donc, même si l'on voit, par contre, en revanche, ce que l'on voit s'installer aujourd'hui auprès des sympathisants UMP, c'est qu'il y a une sorte d'alternative quand même qui se fait jour, et ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas ou qu'on n'a pas vu au cours des 10 dernières années, et cette alternative dans l'esprit d'un certain nombre de sympathisants, c'est Alain Juppé. Alain Juppé qui, selon vous, au partir du moment où il rentrera dans le vif du sujet, baissera dans les sondages, c'est bien ça? Mais c'est mécanique, de toute façon ça n'a rien à voir avec la Donc personnalité ça veut dire qu'en ce moment il n'est pas rentré? Non, mais on le voit bien. Pourtant on l'entend tous les jours quasiment. Bah écoutez, non, vous ne l'entendez pas tous les jours, et vous l'observez comme moi, mais on l'entend régulièrement, mais on sent bien parce qu'au moment où vous allez à la rencontre des Français, où vous vous positionnez sur l'ensemble des sujets, c'est-à-dire que vous ne restez plus en retrait, vous rentrez vraiment sur les sujets, vous allez, comme on le dit, cliver, c'est-à-dire que vous allez à la fois conforter des partisans, mais en même temps créer des mécontentements, et les mécontentements, vous les retrouvez mécaniquement dans les sondages, voilà. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui clive régulièrement. Depuis maintenant 2 ans, François Fillon prend des positions extrêmement fortes. Il produit des idées très régulièrement et en l'occurrence, ces idées clivent. C'est naturel puisque dès lors que vous proposez quelque chose, que vous soutenez une démarche, eh bien vous avez des partisans et vous avez des opposants. C'est cela la vie politique. Sur l'immigration, oui, mais c'est de François Fillon récemment. Exactement, et c'est cela la vie politique. La vie politique, c'est d'accepter de faire des mécontents, mais en même temps, comment est-ce qu'on avance si on ne met pas sur la table des propositions? Comment est-ce qu'on fait progresser un pays
si on ne dit pas clairement au pays la voie dans laquelle on souhaite le voir s'engager. Voilà, ça c'est l'engagement du politique. Un mot quand même sur la ligne du parti politique de votre parti, l'UMP. Le secrétaire général, c'est Laurent Wauquiez. Numéro 2, numéro 3, on n'a pas bien compris. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2, numéro 3, on n'a pas bien compris. Donc je vais vous rassurer, c'est très simple, il y a 2 numéros 2. Vous voyez, et comme ça, c'est pratique. Ça permet d'être dans cette logique et d'être dans cette logique de rassemblement. 2 lignes totalement différentes. Écoutez, il y aura une expression libre. Et moi, j'aime bien cette liberté d'expression. J'en suis non seulement l'un des partisans, mais l'un des acteurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, un mouvement est pluriel. Ça signifie quoi? Ça signifie que chacun peut donner son point de vue. Après, il faut définir une ligne, mais la ligne, ça se débat, ça se définit pas par principe dans le cénacle de 3 personnes. Et ce qui me rassure, c'est de voir que, puisqu'il y a 2 numéros 2, avec 2 lignes un peu différentes entre l'un et l'autre, c'est la certitude que la ligne de l'UMP sera véritablement débattue. Moi, j'ai besoin de ce débat, j'ai besoin de ce débat d'idées, et je ne suis pas le seul. Les adhérents de l'UMP ont besoin de ce débat d'idées. Oui, mais je vais aller plus loin. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que dans une formation politique, la ligne doit se décider entre 3 personnes? La réponse est non. Est-ce que vous pensez cela? Non. Non. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, pour moi, c'est le parti d'hier. Ça, c'est terminé. La ligne, c'est le chef, comme vous le dites, le président, qui fait en sorte d'organiser le débat. Et du débat, vous tirez une ligne. Vous faites trancher, par exemple, j'ai entendu Nicolas Sarkozy lancer une idée que je trouve bonne. Vous voyez, je suis très élogieux à l'égard de Nicolas Sarkozy, vous pouvez l'observer, que je trouve bonne, qui est de faire trancher par tous les adhérents de l'UMP, par référendum, un sujet au mois de janvier prochain. Je ne connais pas le sujet, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais le principe selon lequel on va pouvoir débattre du sujet. Puis ensuite, on va le faire trancher par un vote. Oui, là, cela me plaît. Et ce qui m'aurait déplu, c'est d'avoir une ligne qui se définit seulement au sommet et qui s'applique pour chacun d'entre nous. Ça, c'est plutôt bien. Alors, on va interroger Yves Marican rapidement sur un sondage CSA assez édifiant. Si des élections législatives devaient avoir lieu aujourd'hui, la gauche serait laminée. Expliquez-nous. Effectivement, nous avons réalisé avec Le Figaro une mesure du rapport de force politique dans la perspective d'éventuelles élections législatives. Une projection. Oui. Alors, et à partir de ce rapport de force, nous avons établi une projection en termes de quelle serait la composition de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, alors que l'exécutif pâtit d'un niveau record d'impopularité, eh bien, tout ceci aurait des répercussions électorales extrêmement fortes. Par contre, si on met on a un autre scrutin, le scrutin proportionnel, notamment intégral. Là, on voit que tout le monde baisse, mais que le Parti socialiste s'en sort à peu près. On peut imaginer que François Hollande ait cette idée en tête ? En tout cas, la proportionnelle ou l'introduction d'une dose de proportionnelle était présente dans le programme de François Hollande. Il me semble même d'ailleurs que Nicolas Sarkozy s'est rallié à un moment ou à un autre à cette idée. Et c'est vrai qu'on voit bien que entre le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et le scrutin proportionnel, en termes de répartition des sièges au sein de l'Assemblée nationale pour un même rapport de force politique de départ, effectivement, il y a des écarts qui sont extrêmement forts. La dose proportionnelle ? Oui, non ? 2 remarques. La première, dans la proportionnelle, tout est dans la dose. Alors c'est quoi la dose? C'est la moitié, c'est un quart, c'est un tiers, c'est combien? Et pour vous, c'est quoi? À la limite, sans parlementaire élu à la proportionnelle, je suis d'accord. Ce que je veux, c'est pouvoir, et c'est la deuxième remarque, former une majorité. Une Assemblée nationale, c'est fait pour former une majorité. C'est pas fait pour qu'il y ait une représentativité parfaite des sensibilités françaises. Si on n'a pas de majorité, on ne peut pas gouverner. Merci Yves Marican d'avoir été sur ce plateau pour nous apporter votre éclairage. On passe à jeudi, on parle du Parti socialiste qui prépare doucement mais sûrement son congrès. Il était sur le terrain pour prendre le pouls des militants socialistes. Jean-Christophe Cambadélis a terminé 3 mois de marathon pour clore ses états généraux du PS. Jean-Baptiste Daoulas l'a suivi à Rennes. Reportage. Les jeunes socialistes. Jean-Christophe Cambadélis termine 3 mois de marathon à la rencontre des militants. Des états généraux pour redéfinir l'identité des socialistes. 5600 contributions ont été déposées, avec à l'arrivée une charte d'une dizaine de pages. Ces états généraux, on n'en parle pas beaucoup dans la presse nationale, mais c'est un succès. Des états généraux pour écouter des militants parfois déboussolés par la politique du gouvernement.
Comme ce militant qui n'a toujours pas digéré les baisses d'impôts pour les entreprises. On peut encourager les entreprises, celles qui investissent, qui développent, qui font de la recherche fondamentale. Là, il faut aider ces entreprises-là. Mais si on donne des chèques en blanc pour des entreprises juste pour avoir des dividendes supplémentaires, c'est pas bon. On ne peut pas faire, dit le Conseil constitutionnel, de discrimination entre les entreprises, mais on peut peut-être trouver des moyens pour qu'on investisse, on donne des moyens là où il y en a vraiment besoin pour les entreprises. Donner la parole aux militants sans mettre pour autant en danger le gouvernement. Un équilibre compliqué. À l'arrivée, la charte est jugée trop libérale par les courants de l'aile gauche. Ils ne voteront pas le texte. Disons qu'à partir du moment où on est au pouvoir, c'est un petit peu étrange de nous demander qu'est-ce qu'on ferait si on était au pouvoir. Dans la charte, on n'interroge à aucun moment ce que fait le gouvernement. C'est plutôt une charte qui va d'ailleurs dans le sens de ce qui se passe au gouvernement. Les États généraux n'auront donc pas été le grand moment d'unité que voulait la direction du PS. Tous les courants du parti ont déjà les yeux rivés vers le congrès de juin 2015, avec pour l'aile gauche l'espoir de mettre le gouvernement en minorité. Est-ce que pour vous, le Parti socialiste a raison de donner la parole à ses militants avec cette charte, ces états généraux? Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction de la jeune fille qui dit mais c'est bien qu'on nous demande ce qu'on ferait si on était au pouvoir, sachant qu'on est au pouvoir. Mais oui, c'est tout le problème des socialistes. Enfin, rendez-vous compte, ils vont interroger leurs militants pour savoir ce qu'ils devraient faire s'ils étaient aux responsabilités, sauf qu'ils y sont déjà depuis 2 ans. Ça veut dire qu'ils sont complètement perdus. Ça veut dire qu'il y a non seulement... Donc c'est pas fini pour vous, avez un boulevard. Ah mais aujourd'hui, l'opposition... On n'a pas l'impression de vous en profiter, mais... Non mais on n'en a pas profité pendant 2 ans, pourquoi ? Parce que nous n'avions pas un président légitimement élu à la tête de l'UMP. Voilà, on se dit tout, c'est la vérité. Maintenant, c'est le cas. Pourquoi est-ce que je m'en félicite? Parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir repartir du bon pied et dans une vision de rassemblement, on va pouvoir être offensif de nouveau et par conséquent être audible, être lisible et marquer cette opposition responsable qui doit nous caractériser. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, je me satisfais de cette élection démocratique. Et en même temps, j'observe que les socialistes, oui, c'est vrai, sont encalminés, toujours pour la même raison, parce qu'ils n'ont pas résolu leur écartèlement idéologique de 2012. Tant qu'ils n'arriveront pas à le résoudre, de toute façon, ils n'arriveront pas à gouverner. Vous avez peut-être entendu Michel Rocard cette semaine dans une tribune dans Le Monde qui a dit la droite a tout le temps changé des noms de son parti et aujourd'hui ils ne savent plus raconter une histoire, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Parce que visiblement, on va changer de nom encore de parti. Écoutez, on verra bien. Moi, je m'engagerai pour maintenir le nom UMP, parce que j'estime que le nom UMP, c'est une histoire, justement. Et quelle est cette histoire? C'est l'histoire du rassemblement de toutes les sensibilités de la droite au sein d'une seule et même famille politique. C'est la raison pour laquelle cette histoire, qui date de 12 ans seulement, c'est une histoire qui est assez jeune, l'UMP, a encore un long avenir devant elle. Moi, je veux garder le nom UMP. Le nom UMP, ça correspond à quelque chose. Ça correspond à la fin de la guerre des partis de droite. Et je veux que ce nom UMP puisse surtout permettre de porter la famille politique de droite encore sur un très long avenir. Je suis certain qu'on va pouvoir l'obtenir et je suis même certain que Nicolas Sarkozy est en train de réfléchir à l'opportunité de changer de nom. Alors on va parler un peu de la France dans le monde et cette nouvelle, les Chinois qui débarquent en force sur le tarmac de Toulouse-Blagnac puisqu'un consortium a racheté une partie de l'aéroport. Ce n'est qu'une partie, mais tout de même, c'est des parts qui sont détenues par des Chinois. Est-ce que cette présence chinoise dans un secteur français stratégique vous inquiète ou vous dites que c'est une bonne nouvelle ? Ce que j'observe d'abord, c'est que c'est une participation qui est minoritaire. C'est-à-dire que la majorité n'est pas détenue par les Chinois, c'est une minorité qui est détenue. Et de 2 choses l'une. Soit on décide que la France est ancrée dans la mondialisation, que la France est une nation exportatrice. Et dans ce cas-là, on accepte le principe de la mondialisation, c'est-à-dire on accepte que les entreprises françaises puissent avoir des actionnaires minoritaires qui soient étrangers. On accepte que des concessions françaises, comme par exemple l'aéroport de Toulouse, puissent avoir des participations minoritaires étrangères. Et en l'occurrence, ça permet de voir la France comme une nation qui est ouverte sur le monde et une nation par conséquent que l'on accepte d'accueillir dans les autres pays. Parce que ça veut dire quoi cet investissement? Ça veut dire que lorsqu'on ira voir les Chinois, on leur dira, nous aussi on peut prendre des participations minoritaires parce qu'on vous laisse les prendre dans notre pays. Donc il y a
forcément un principe de réciprocité. Si tel n'est pas le cas, alors il faudra que la France revoie sa stratégie, que la France change de stratégie, et en l'occurrence, il y aura peut-être des mesures de rétorsion vis-à-vis de la Chine. Nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, j'ai envie de croire que la Chine a aussi, elle, de son côté, le souhait d'offrir à la France des opportunités de participation minoritaire dans des situations de concession. C'est une bonne nouvelle pour vous? Je pense que c'est une opportunité. Et que cette opportunité peut être saisie par la France pour pouvoir demander la réciprocité à la Chine. Emmanuel Macron dit que ce n'est pas une privatisation. Vous appelez ça comment? Non, ce n'est pas une privatisation. Vous êtes d'accord avec le ministre? Ah bah oui, une privatisation, c'est plus de 50%. En l'occurrence, il n'y a pas plus de 50%, donc c'est une prise de participation minoritaire. On va passer au plus de l'hebdo. On va passer aussi à ce qu'on appelle les entretiens de Royaumont, que vous avez présidé, en tout cas pendant de nombreuses années. C'est le plus de l'hebdo. Vous avez relancé ces entretiens de Royaumont depuis 2003. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Ce sont un endroit où on reconnaît, en tout cas, l'un des principaux lieux de réflexion politique qui rassemble des décideurs de tous horizons. Simon Barbarie retrace un petit peu l'historique de ces entretiens de Royaumont. Est-ce que la France a une croissance réussie? Nous en parlerons l'an prochain aux entretiens de Royaumont. Impôts, dette publique, croissance, construire un triangle vertueux. Voilà le thème qu'annonçait Jérôme Chartier l'année dernière et qui occupera tout le week-end les participants des entretiens de Royaumont. Et qu'est-ce que c'est au fait ces entretiens de Royaumont? Une sorte de mini-forum de Davos, mais chez les moines. À Asnières-sur-Oise, dans cette abbaye du XIIIe siècle, on voit arriver tous les ans avec l'hiver des hommes et des femmes politiques de droite comme de gauche, des grands patrons ou encore des dirigeants étrangers. Du beau monde pour, comme l'explique le site internet, débattre de la France et de ce qu'elle sera demain. L'ambiance est à la convivialité, même au franc-parler, comme cette intervention l'année dernière de l'ancien PDG de Total, Christophe de Margerie, aujourd'hui disparu. Merde, plus de loi. Utilisons celle que nous avons. Et à chaque fois, une nouvelle loi qui est complètement contradictoire avec l'ancienne. Parfois, le message exprimé est plus concret, plus politique, comme en 2012 lorsque François Fillon revenait sur le fiasco des élections à l'UMP. Je ne suis plus à me demander qui a gagné ou qui a perdu. Et il ne m'importe plus de savoir à qui la faute si cette élection a si mal tourné. Depuis le début, je dis que pour sortir de l'impasse, il faut redonner la parole aux adhérents. Cette année, les résultats des élections à l'UMP semblent indiscutables. Déjà un sujet en moins pour ces entretiens de Royaumont. Alors, si on comprend bien, c'est un endroit où on dit toute sa vérité, c'est bien ça? On dit toutes les vérités, oui, c'est vrai, et chacun la sienne. Mais en même temps, c'est un endroit. Je suis très fier d'avoir relancé ces entretiens en 2003. C'est parti d'une idée. C'est une vraie histoire, les entretiens, une histoire d'amitié d'abord, d'amis qui se mettent autour de la table et qui décident de relancer un endroit de réflexion décoincé. Réflexion, en France. mais est-ce que concrètement, il y a des choses qui en ressortent, qui font avancer un petit peu le pays ou pas? Ou alors on ne fait que parler? Non, on ne fait pas que parler. Vous savez, une idée politique, ça a une façon d'être construite très particulière. Comme on dit d'abord, ça percole. C'est-à-dire, c'est émis quelque part, en l'occurrence aux entretiens de Royaumont, et puis c'est diffusé dans toute l'audience. Il y a 500 personnes qui viennent chaque année aux entretiens, à peu près 800-900 personnes qui passent parce qu'on ne vient pas forcément et le samedi et le dimanche. Et donc toutes ces personnes diffusent l'idée. Et ce qui fait qu'après, cette idée-là revient comme une idée politique de plusieurs façons différentes. Et concrètement, est-ce que vous avez une idée de quelque chose qui est sorti de ces entretiens de Royaumont? Un projet, une initiative? J'en ai pas une, j'en ai 10, j'en ai 100, j'en ai 1000. C'est plein. Pour n'en citer qu'une. Mais c'est plein de façons, c'est plein d'initiatives, c'est plein d'esprits différents. C'est nous qui avons par exemple lancé la réforme de l'ISF, non pas en supprimant l'ISF, mais en le modulant. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'on a senti que c'était un véritable frein à la croissance française. Par exemple, on a aussi émis plein d'autres idées, notamment l'an dernier, lorsqu'on a parlé de l'appui aux pays émergents, du fait que les pays émergents avaient besoin d'une croissance pour surtout réguler ce phénomène migratoire que l'on observe et que personne ne peut freiner. Le phénomène migratoire, c'est un phénomène mondial qui touche tous les pays du monde. Et tous les pays vont surtout aujourd'hui trouver le moyen de générer de la croissance pour leur propre population. C'est ce que l'on a dit l'an dernier et en l'occurrence cette année, on va trouver le moyen de faire que les impôts, que la dépense publique, ça sert surtout à la croissance. Voilà, c'est cette année. Et un dernier mot sur les entretiens. Je souhaite
souhaite vraiment que les entretiens continuent à rester cet endroit œcuménique de débat. C'est extrêmement c'est le mot de la fin. France. Merci Jérôme Chartier d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jérôme Chartier.